Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Les titres de cette édition. La rentrée des classes a bel et bien démarré au Bénin. Pour une bonne réussite de cette année académique, élèves et parents doivent adopter certaines méthodes. Un enseignant les énumère dans cette édition. La BOAD, présidée par Serge Ekoué, finance un complexe brassicole au Bénin dans la zone industrielle de Sémékodi. Ce projet s'inscrit, entre autres, dans la dynamique de soutien aux champions nationaux. Carnet noir dans cette édition, la chef d'arrondissement de Sirarou dans la commune de Ndali est décédée hier lundi. Plus de précisions dans ce journal. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kwakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bienvenue, élèves, écoliers et étudiants ont repris le chemin des classes. Hier lundi au Bénin, tous rêvent de réussir, mais pour y arriver, il faut adopter une bonne stratégie. Trinité Avosego, enseignant de comptabilité, a donné quelques méthodes pour y parvenir. Il est au micro de Anaël Dou. Réussir, c'est devenir l'homme ou la femme que vous voulez être avec les moyens que vous avez. Je vais faire une petite transposition de cette définition dans le monde ou dans le milieu scolaire. Cela implique donc à l'apprenant de se fixer un objectif, de décider d'avoir telle moyenne à la fin de l'année scolaire, que ce soit du premier trimestre, deuxième trimestre, tout ce que vous voulez. Il faut qu'il se fixe un objectif, avoir telle moyenne à la fin de l'année. Il ne suffit pas seulement de se fixer un objectif, il faut plus. Qu'est-ce qu'il faut maintenant? Il faut un travail constant, permanent et méthodique. Cela implique la discipline. Faire ce qu'on a prévu faire, quand bien même on n'a pas envie de le faire ou quand bien même on a un empêchement. En plus de se fixer des objectifs, en plus de travailler, comment maintenant faire pour travailler de façon constante? Comment maintenir le degré ou le niveau de discipline? C'est lorsqu'on est motivé. La motivation est très importante. Le pourquoi. Pourquoi je dois me réveiller tous les matins pour apprendre mes leçons? Le pourquoi. Qu'est-ce qui me pousse à me réveiller tous les matins pour apprendre mes leçons? Qu'est-ce qui me pousse à faire des exercices tous les soirs? Ça, c'est la motivation. Généralement, c'est la motivation qui nous amène à nous surpasser et à vouloir faire plus. Je voulais parler de l'organisation. La gestion du temps est très importante. La gestion du temps est très importante. D'ailleurs, le temps, c'est la seule chose que les riches et les pauvres ont de commun. Tout le monde a une journée de 24 heures. Déjà, je prends le cas d'un apprenant ordinaire ou de tout apprenant qui peut-être a 6 heures de temps de sommeil par jour et également devra passer 8 heures de temps à l'école. La différence au niveau de la performance scolaire va maintenant se situer sur comment chaque apprenant maintenant arrive à gérer son temps en dehors du temps de sommeil et en dehors du temps passé à l'école. Le sommeil a pris 6 heures, l'école a pris 8 heures, ça nous fait donc 14. Nous allons donc faire 24 heures moins 14 heures, ça nous reste alors 10 heures.
Déjà, n'oublions pas, entre midi et 15h, 3 heures viennent de s'écouler. Ça reste à peine 7 heures. Maintenant, toute la différence se fera au niveau de la manière dont chaque apprenant arrive à gérer ce laps de temps. Et en plus, je vais le dire, en plus de l'emploi du temps scolaire, il faudra un emploi du temps personnel. Trinité Avancego a également exposé le rôle des parents dans la réussite de l'enfant. Il est toujours au micro de Anaël Dou. Le rôle classique de tout parent, payer les frais de scolarité, acheter des fournitures et tout. Il y a même certains parents qui pensent qu'il suffit seulement de payer les frais de scolarité, d'acheter les bouquins, d'acheter les livres programmes et c'est fini. Non, il en faut plus. Il faut le truc en plus. Il va falloir que chaque parent accompagne son enfant. Le parent, non seulement doit chercher à s'imprégner des notes, d'interrogations ou de devoirs, mais aussi, surtout, aller à l'école, rencontrer les surveillants ou les censeurs ou bien les enseignants et prendre connaissance de comment leurs enfants se comportent à l'école. C'est très important. Déjà aussi à travers les feuilles d'interrogation, les moyennes de chaque matière, savoir les matières dans lesquelles les enfants ne travaillent pas et comment les accompagner. Permettez-moi d'aborder l'effet Pygmalion. L'effet Pygmalion, c'est l'effet qu'a une parole dans la réussite ou l'échec d'un enfant. Que cette parole provienne d'un parent d'élève ou d'un enseignant et tout. L'expérience a montré que 9 sur 10 des prisonniers noirs américains sont ceux dont déjà dès l'enfance, le bas âge, l'entourage leur disait, toi, tel que tu te comportes, tu finiras comme ton père. Son père avait bien sûr fini dans une prison. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que 10 ans plus tard, l'enfant finit effectivement comme son père parce qu'on a eu tout le temps, on a appris tout le temps pour lui rappeler ses mauvais agissements, comment son père faisait mal et comment lui aussi il allait finir ici. Il y a des parents, leur rôle, ce n'est pas de voir dans quelle mesure aider les enfants, mais c'est plutôt leur rappeler l'échec passé. À force de le faire, l'enfant va perdre la confiance en soi et va encore reproduire le même résultat. Je m'en vais donc demander à chaque parent de prononcer de bonnes paroles, des paroles positives dans la vie de leurs enfants. Je demande non seulement aux parents, mais je demande également aux enseignants. Rappelons-leur ce dont ils sont capables, rappelons-leur qu'ils sont forts et que c'est peut-être par manque d'entraînement qu'ils obtiennent des mauvaises notes. Et si éventuellement ils s'y mettent, la donne va changer. Toujours au sujet de la rentrée des classes, les cours ont effectivement démarré dans les écoles privées. Dans le public, par contre, certains devront encore patienter. Kanté Amoussou et Francis Fahami ont fait le tour au sujet Sainte-Rita en ce jour de la rentrée. Suivez le récit. Bon, moi je suis en terminale D et ça s'est bien commencé. Cette année, les professeurs sont vite là, sont vite venus que l'année dernière. Concernant les autres classes de 6e, 5e, je pense que ça se passe bien. Moi, je suis parti pour attendre les renseignements. Non, je suis parti aller connaître et je suis parti aller prendre une liste des fournitures. Hier matin, on avait fait la PCT et le professeur était là. À 10h, on avait fait la SVT et il était là aussi. Ce matin, on a fait mathématiques et ça s'est bien passé aussi. Les cours ont vraiment commencé, on a déjà commencé. Certains profs sont déjà venus, on a déjà pris certains cours. Hier, on a fait SVT anglais, aujourd'hui, on a fait français et à 10h, on a pu trouver le professeur d'espagnol. Bon, ça fait ce soir. Effectivement, les cours ont bien commencé ce mardi à l'école Sainte-Rita. On a fait français de 8h à 10h et philosophie de 10h à midi. Aujourd'hui, on a fait la mathématique et la mathématique nous parle de l'angle centre. Et un angle centre, un angle qui a pour sommet le centre du cercle. C'est tout ce qu'on a fait. Non, pas vraiment. Ils nous ont dit qu'ils n'ont pas encore fait la liste des nouveaux élèves, quoi. Ceux qui sont passés en 6e et ceux qui sont passés en seconde, quoi. Et de venir au moins avant jeudi, quoi. Cette année-ci,
Les cours ont rapidement commencé, ils ont rapidement trouvé les profs. Et moi, j'ai constaté que les cours ont vite commencé pour cette année. Il y a un période de tardement, quoi. Et concernant ça même, le directeur même a dit que au plus tard le jeudi, ceux qui ne seront pas là, ils ne seront plus acceptés dans le collège. Il a pris une décision pour ça. Mais j'aimerais dire à mes amis de vite venir parce que les cours ont déjà commencé, de vite venir. C'est assez bien pour nous, les élèves en classe d'examen, c'est assez bien pour nous parce qu'on va vite finir, on va commencer le bachetage, tout ça et autres. Pour eux, je vais leur dire que de vite commencer la rentrée, car les surveillants ont dit qu'à partir du jeudi, ceux qui ne seront pas là, ils vont leur réinscrire, quoi. Je leur conseille de commencer la rentrée car l'école nous apprend beaucoup. L'école nous apprend beaucoup et ça nous sert à devenir quelque chose demain. Moi, je leur ai dit de venir au cours et de voir si les profs sont venus pour qu'ils se prennent au sérieux pour prendre des cours avec les profs. La situation socio-politique et économique a son impact sur cette rentrée des classes. Certains habitants de la ville de Cotonou opinent sur les contours de cette rentrée. Ils sont au micro de Francis Fahami, Quentin Amoussou. L'année scolaire a démarré hier 19 septembre 2022. Ici, au CEG Sainte-Rita de Cotonou, les élèves ont bien repris le chemin des classes. Oui, effectivement, les cours ont bien commencé ce mardi à l'école Sainte-Rita. On a fait français de 8h à 10h et philosophie de 10h à midi. Les cours ont vraiment commencé, on a déjà commencé. Certains profs sont déjà venus, on a déjà pris certains cours et on en grâce. On a commencé les cours. Mais pour certains élèves, les cours n'ont pas encore démarré. Certains des classes de seconde sont encore dans l'attente. Toutefois, certains ne chôment pas. Non, pas vraiment. Ils nous ont dit qu'ils n'ont pas encore fait la liste des nouveaux élèves, quoi. Ceux qui sont passés en 6e et ceux qui sont passés en seconde, quoi. Et de venir au moins avant jeudi. Les cours veulent réellement commencer le jeudi, mais on prend les emplois du temps le lundi. J'ai aidé les surveillants à satisfaire leurs besoins et à aider les enfants qui ne trouvent pas leur sac à trouver leur sac. Nous sommes juste là pour voir s'ils ont effectivement collé la liste. Pour Aldot Bossou, parent d'élèves, la rentrée des classes est bien préparée. Nous avons déjà acquis certaines fournitures et les conditions pratiques sont en cours pour déjà commencer par payer les premières tranches et tout le reste afin de permettre aux enfants de commencer la rentrée avec quiétude. C'est vrai que les temps sont difficiles. Les temps sont difficiles, mais on n'y peut rien. La réalité est là et puis nous devons l'affronter. Dans la plupart des écoles privées, les cours ont déjà démarré pour toutes les classes. Implantation, exploitation d'un complexe brassicole d'une ligne de fabrication de canettes dans la zone industrielle de Semekboudi au Bénin. Il s'agit d'un contrat de 20 milliards de francs CFA signé entre le président de la BOAD, Serge Ekwe, et le président du conseil d'administration de la société Coca-Cola Donga Bottling Company SA, Gilles Guérard. Le projet vise à apporter une contribution à l'approvisionnement de marchés en produits de qualité, la création d'emplois et la création de richesses. La BOAD l'a martelé dans un communiqué. Selon la note, cette décision s'inscrit dans une dynamique de soutien aux champions nationaux. L'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin en Salbe s'est penchée sur les enjeux et défis de la production, de la gestion et de l'utilisation des ressources phytogénétiques et des semences végétales lors d'un atelier de 2 jours à Grand Popo. Les travaux qui se sont achevés ce mardi 20 septembre 2022 visent à contribuer à une amélioration durable de l'agriculture au Bénin. Mansour Moudachirou, président de la commission permanente agriculture, élevage et pêche, foresterie et arboriculture de l'Ansalbe, a fait le point des réflexions. Nous avons travaillé dans un esprit de convivialité et qui a permis à ce que nous puissions arriver à de bonnes compréhensions des réflexions que nous avons menées. Et il faut noter aussi la participation de tous les participants sur les thèmes que nous avons eu à traiter. Les enjeux et défis de la gestion, de la conservation
et de l'utilisation des ressources phytogénétiques au Bénin. Alors, la deuxième communication, enjeu défi de l'homologation de l'inscription au CABEV et de l'utilisation des ressources phytogénétiques. La troisième communication, c'est les enjeux et défis de la production, du contrôle de la qualité, de la certification, de la commercialisation et de l'utilisation des semences végétales formelles. Et enfin, la quatrième communication, c'est important des systèmes semenciers traditionnels dans la production agricole au Bénin. Voilà les 4 communications qui ont été faites. Nous avons mis l'accent sur les semences traditionnelles parce que nos paysans, nos ancêtres ont déjà des habitudes de reproduire leur culture avec des semences et nous devons mettre un accent là-dessus, les étudier, les gérer, les conserver et leur apprendre à mieux produire ces semences-là. Les résultats, je crois, ont été très bons, puisque nous sommes arrivés à des recommandations à l'endroit du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, à l'endroit du ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique, à l'endroit des ONG et à l'endroit des universités. L'une des recommandations fortes, c'est que nous avons demandé à ce qu'il soit créé une structure autonome qui s'occupe de la gestion, de la production des ressources phytogénétiques et des semences végétales. Parce que c'est très important pour notre développement économique, pour la santé et pour la paix sociale. Donc c'est des choses qui doivent être pérennes et il faut que l'État donne des moyens pour que ces structures-là soient créées dans notre pays. Le problème des ressources phytogénétiques et des semences sont des problèmes extrêmement importants pour un pays et même pour tous les pays, à tel point que les pays très développés ont eu à produire, à gérer, à conserver leurs ressources phytogénétiques et leurs semences végétales depuis des siècles, pour ainsi dire. Ces recommandations, nous allons les envoyer à qui de droit pour qu'ils puissent évidemment les exploiter. Déjà la mi-septembre, c'est bientôt le nouvel an, une nouvelle année qui démarre avec le Épé, la prise de la pierre sacrée, une cérémonie qui aura lieu dans les tout prochains jours à Glidi-Kpodi sur la rive togolaise du Baka, le chenal du fleuve Mono qui sépare Agouégan d'Agoué. Un rituel dont les rites font polémique depuis 3 ans au Bénin. Suivez ce documentaire de Carles Kitome à ce sujet. Parce que le navigateur, c'est que quand quittant, il met sa boussole au noyau magnétique. Le noyau magnétique est la traction naturelle. Et ce noyau magnétique a mené les missionnaires à Agoué. Agoué. Aujourd'hui, je pense que le Bénin doit saisir cette opportunité. Avec cette perception de la ville d'Agoué, certains de ses fils lui confèrent un rôle essentiel et central dans la cérémonie de la prise de la pierre sacrée. On peut renaître pour devenir enfant du soleil. Pour ça, il faut connaître ton nom. Et c'est ce nom qui est inscrit sur le caillou, sur ce caillou blanc, qu'aujourd'hui mes frères de Touban ont fait cette cérémonie de Pressosor. Mais ce qu'ils disent pas aux gens, et je vous ouvre aujourd'hui, pour prendre cette pierre, avec Batoumé, la pierre qui termine. Les préparatifs. Mais la pierre vient d'abord à Djigo qui est au Bénin. Pourquoi Djigo est le roi des rois. Et Djigo garde cette pierre 3 mois, 4 mois même. Avant d'aller, mais pour retourner à Batoumé, c'est la famille Ponton royale, Ponton à Voubé, qui prend la pierre, qui annonce les couleurs
qui dit, oh, Adjigo est prêt. Le fils du roi est prêt pour aller à Guatemala. Et c'est là où toutes les divinités du pays se lèvent. Chacun attend que le Guin donne l'ordre. Et ensemble, en unisson, on va prendre la pierre de Guatemala. Mais les représentants de Glidi refutent cette déclaration et resituent le contexte historique du PEP. Sokaka Gberebea, Ekpe Osona, et Mia Novio, Kowechi, Accra, Obavana, et mi Sonea. Et nous vivons plutôt les Péalois, mais ne me fifie. Ye eba tobe agwe yo ba sona pelea no bi no de gbran wa ya mi se alo mse am jojina mo mele réseaux sociaux di amegan mayo nko amegan kosi alo kosi yo na nyemyo e gbon wa e wa chan mu le me o e do abanya bere yo e pe ke mi sona le gliji poji le ave gbacho yo 1600 alors épée après les cas alors Amadé Kani et Katapo Katapo Titon oh nous bien novio va aller voir au défouiller on va vérifier avec la prochaine prise de la pierre sacrée est une occasion. La prochaine prise de la pierre sacrée est une occasion pour replonger dans les réalités de cette cérémonie et en savoir davantage sur son histoire. Cotonou se modernise de jour en jour grâce à la réalisation du projet asphaltage. Malgré ce nouveau visage qu'offre la capitale économique du Bénin, on constate que les cercueils s'y vendent toujours, chose qui était autrefois rare. Plus de précision dans ce reportage signé Jacques Marion d'Almeida. Autrefois, un sujet tabou, la fabrication et la vente des cercueils est aujourd'hui un véritable commerce en plein essor. On en voit exposés dans les magasins et boutiques, parfois même au bord de la voie, au vu et au su de tous. Cependant, avant d'arriver au produit fini, c'est tout un travail qui a été effectué dans les ateliers de menuiserie. C'est un art qui a aussi ses contraintes et ses difficultés. Ça dépend de la qualité des mesures. Ça dépend de la qualité des mesures. Même qualité des moyens de fibre, mais des bons aussi nombreux. Avant, ils ont raison. Avant, des quoi, ils ont raison, c'est que ils ont nombreux. À mon expédition, mes bleus exposition tombent bleu boutique pour un bain de vin. Pour un bain de vin. À mon d'ailleurs, ben de nombreux moi. D'ailleurs, à mon cercueil à l'histoire. À mon dion, bien qu'étant finalement destiné à être mis sous terre, le cercueil n'a pas un modèle standard ou une qualité figée. Les clients, qui peuvent se montrer parfois très exigeants, décident eux-mêmes du modèle qu'ils veulent et choisissent même la qualité du bois. Il est donc bien évident que les prix varient en fonction de la qualité du produit. De plus, il ne faut pas perdre de vue que tous ne sont pas issus de la fabrication locale. D'autres, de qualité supérieure, sont importés des pays de la sous-région, dont notamment le Ghana, et coûtent beaucoup plus cher. Des modèles. On importe encore des cercueils parfois, si le besoin, ils ont besoin. Donc, ça vient du Ghana, parce que nous on a l'habitude d'importer ça du Ghana seulement. Non, ça va. Il y en a ça, 350, il y en a 400 000. La majorité des magasins et boutiques de vente de cercueils ne limitent pas seulement leurs activités à la simple vente de cercueils. D'autres s'occupent de la location des autres accessoires mortuaires, dont notamment les corbillards. On s'occupe des locations, des barres, chaises, des véhicules qui sont là d'ailleurs. Il y a les véhicules qui sont là. Il y a aussi ces pots de choses là que vous voyez, les fleurs là qui accompagnent, en tout cas tout. Maintenant qu'il y a la prolifération, je ne sais pas ce que les autorités pensent de cela. Si ça ne m'appartient, si le pouvoir m'était donné, j'allais dire non, ce n'est pas la peine. Non à cette vente au bord des voies là. Ils peuvent le faire même cacher dans leur maison, mais pas au bord, les exposer
Les exposer au bord de la voie, là, c'est pas bon. La religion musulmane, les cercueils ont été proscrits depuis la nuit des temps. Aussi, n'enterrent-ils leurs morts qu'avec des linceuls. Économie de ressources, nul ne saurait le dire puisqu'il s'agit d'une recommandation qui leur a été laissée par le prophète Mahomet lui-même. Le musulman avec un pagne blanc simple et on s'en va, on l'enterre. Comme Dieu l'a dit, vous êtes sortis de la terre, vous retournez dans la terre. Donc mettre les cercueils là, c'est l'État qui devait refuser. C'est pas à cause de nous. Nous, là où nous sommes, on sait qu'on doit mourir. Mais il ne faut pas présenter devant un peuple déjà affamé, qui a peur, vous mettez les choses comme ça. Il faut voir l'ancien temps. Les gens honoraient les morts. Parce qu'en ce temps, quelqu'un meurt dans une maison, en tant qu'enfant, quand on t'envoie dans cette maison, tu as peur d'aller, surtout la nuit. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons, monsieur le journaliste? Même les petits-enfants poussent les grands pour voir le mort, pour voir comment on le met dans la tombe. Je vais te dire quelque chose. Dans nos mosquées, avant, on a un seul cercueil. Quand quelqu'un meurt, on le met dedans, on s'en va l'enterrer et on ramène. Je te jure, quand la nuit passe, là où il a les cercueils là, là où il a le cercueil là, devant la mosquée, il a le cercueil. Pour passer toi-même grand, tu as peur. Que vous dites que c'est la démocratie, c'est la liberté. Donc même, un jour, on risque même d'installer nos morts au bord de la route pour vendre leur tête. C'est pas normal. Le cercueil est donc aujourd'hui une nécessité pour l'inhumation. Étant donné que la mort est le chemin par lequel tout être humain doit passer, le métier de fabricant et de vendeur de cercueils permet donc de nourrir son homme. Le seul problème qui subsiste est l'exposition de ces objets dans la ville, un phénomène qui attise non seulement la crainte de plus d'un, mais qui permet aussi de désacraliser et de démystifier les mythes et polémiques existant depuis des siècles autour de la mort. Carnet noir dans cette édition, la chef de l'arrondissement de Sirarou dans la commune de Ndali n'est plus de ce monde. Marguerite Sinaï Siré est décédée ce lundi 19 septembre au CHUD Borgou à Libouri des suites d'une courte maladie. La page internationale de ce mardi 20 septembre est un condensé des actualités au Mali, en RDC, en Ukraine et autres. C'est une compilation signée Nassirine Fatoumbi. Au Mali, de nouvelles allégations de malversation visent l'armée malienne et ses supplétifs russes. Après les accusations de viol et de pillage à Niaro, un autre village tout proche Gouni dans la commune de Timéri a été la cible d'une opération meurtrière le dimanche 18 septembre dernier. Les forces maliennes et leurs supplétifs russes y mènent actuellement des opérations d'envergure. Sollicitées à propos de cette nouvelle allégation de malversation, l'armée n'a pas donné de suite. Le bilan est d'au moins 35 morts. En RDC, les propos de Antonio Guterres ont provoqué de vives réactions. Le secrétaire général des Nations Unies a affirmé que les casques bleus de la MONUSCO ne sont pas capables de battre les combattants M23. À Kinshasa, acteurs politiques, militants et experts ont réagi et constatent une sorte d'impuissance de l'ONU en plus des faiblesses de l'armée congolaise sur le terrain. Dans l'entourage du président congolais Félix Tshisekedi, ces propos ont déjà été tenus par les dirigeants onusiens dans des rencontres bilatérales entre l'ONU et les autorités congolaises. En temps, Félix Tshisekedi profite de son séjour à New York où s'ouvre ce mardi 20 septembre la 77e Assemblée générale des Nations unies pour tenter de convaincre les puissances occidentales de mettre davantage de pression sur le Rwanda. Les séparatistes pro-russes de l'Est de l'Ukraine ont condamné ce lundi 19 septembre 2022 à 13 ans de prison un employé de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe accusé de haute trahison. Emprisonné depuis avril, Chabanov était accusé par les autorités pro-russes d'avoir fourni des informations confidentielles à des services de renseignement étrangers dont la CIA américaine. Chabanov a commis ses actes de haute trahison entre août 2021 et avril 2022.
2022. En Équateur, pour la 3e fois en 5 mois, un magistrat a été assassiné par balle. Le procureur Edgar Escobar a été tué dans la ville de Guayaquil par des tueurs à gages. 2 suspects à moto ont été interpellés peu après dans le quartier de Santa Ana. Âgé de 43 ans, la victime était membre d'une unité du parquet de la province du Guayas en charge d'enquêter sur des crimes violents et notamment des féminicides. Le motif de ce crime n'est pas encore connu, mais a probablement un lien avec le travail de la victime. Pour rappel, Escobar a notamment dirigé la prison du littoral de Guayaquil, la plus violente du pays. Il enquêtait aussi sur un massacre pénitentiaire en novembre 2021. Mesdames, Messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de votre attention. Bonne soirée à toutes et à tous et à bientôt.